Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. L'incertitude est toujours une ombre au tableau. Mais c'est pourtant là que beaucoup de choses se jouent dans une vie. Entre l'écologie de l'action, où chaque choix devient un pari conscient, et cette pensée systémique qui nous invite à danser avec l'imprévu plutôt qu'à le combattre, il y a un art subtil à cultiver. Celui de transformer l'inconnu en allié. Pas pour le dominer, mais pour l'écouter, le laisser nous guider vers les stratégies les plus fines, les relations les plus authentiques et une élégance qui naît précisément de notre capacité à naviguer aisément. Parce que l'élégance, c'est être à l'aise et mettre à l'aise. Aujourd'hui, nous explorerons l'incertitude et comment l'intégrer dans notre quotidien comme un avantage. Une discipline exigeante, un respect pour la complexité du monde et peut-être la clé d'une excellence qui n'a plus peur de l'inattendu. Comme nous le disons souvent, les esprits qui nous inspirent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui osent avancer, même quand le chemin se dessine en marchant. Parce que de toute façon, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. On aime à croire que nos actions sont des flèches bien ajustées, lancées vers une cible précise, qu'un effort suffisant, une préparation minutieuse, garantissent le résultat escompté. Mais la réalité nous rappelle souvent, avec une ironie subtile d'ailleurs, que les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu. Reprenons notre exemple classique, le dîner entre amis. On organise notre dîner entre amis, on choisit les plats avec soin, on anticipe les goûts de chacun et pourtant, c'est la conversation improvisée autour d'un dessert raté peut-être, qui restera gravé dans les mémoires. Ou encore, on prépare une présentation professionnelle, on peaufine chaque slide et c'est une question inattendue, une digression qui ouvre soudain une porte vers une collaboration inespérée. Et ces moments-là, malgré ce qu'on en pense sur le moment, ne sont pas des problèmes. Ils nous rappellent une vérité fondamentale, c'est que toute action, une fois lancée, entre dans un écosystème complexe où elle interagit avec des forces que nous ne maîtrisons pas. C'est ce qu'on appelle l'écologie de l'action donc. L'écologie de l'action, c'est un terme systémique. C'est cette idée que nos choix, aussi réfléchis soient-ils, s'inscrivent dans un réseau d'interdépendance, de rétroaction et parfois de hasard qui peuvent en détourner le cours, voire en inverser le sens. Cette écologie de l'action a ses principes et le premier d'entre eux est aussi déstabilisant qu'il est libérateur. Ce principe, c'est que nos actions nous échappent. Le message qu'on croit envoyer n'est pas toujours celui qui est reçu. La décision qu'on prend en pensant contrôler les conséquences peut, comme un caillou jeté dans une rivière, provoquer des ondulations bien au-delà de ce qu'on imaginait. Pensez à cette fois où vous avez osé exprimer une idée en réunion, convaincu de sa justesse, pour découvrir qu'elle a été interprétée comme une critique ou pire qu'elle a complètement été moquée. Tout ça avant de ressurgir des semaines plus tard, transformé ou porté par quelqu'un d'autre. Ou à ce projet professionnel soigneusement planifié qui a pris une tournure radicalement différente parce que une rencontre, parce que un imprévu, parce que ce genre de choses en a redessiné les contours. Ces détours ne sont pas des anomalies, c'est la norme. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas des îlots isolés, mais des acteurs dans un système vivant où chaque élément, nos mots, nos silences, nos hésitations résonnent avec le reste. C'est déstabilisant de faire ce shift de pensée, mais ça ouvre beaucoup de perspectives et ça fait surtout lâcher prise. Le deuxième principe, tout aussi crucial, nous invite à accepter que les conséquences ultimes de nos actions sont imprévisibles. Combien de fois avons-nous agi avec la meilleure intention du monde pour voir nos efforts se retourner contre nous ou, à l'inverse, nos doutes se muer en opportunités ? Un ami qui nous semble distant après une conversation franche, par exemple, et qu'on découvre plus tard avoir été qu'il a été profondément touché par nos mots. Quoi d'autre ? Un échec apparent, par exemple, qui, des années après, se révèle avoir été le déclencheur d'un tournant décisif. L'histoire regorge d'exemples. Des révolutions nées de réactions en chaîne imprévues, des inventions issues d'erreurs de parcours, des vies bouleversées par des rencontres fortuites. Ces imprévus ne sont pas des bugs du système, c'est son essence même.
Il nous confronte à une vérité inconfortable qui est que nous ne contrôlons pas le monde, nous y participons. C'est ici que la notion de pari entre en jeu. Parce que si l'incertitude est inévitable, elle n'est pas pour autant une condamnation à l'immobilisme. Au contraire, elle nous place face à un choix qui, en définitive, est très excitant, qui est celui d'agir en conscience de ne pas tout savoir. Le pari, ce n'est pas se résigner à l'aveuglement, c'est intégrer l'incertitude dans notre manière d'avancer. C'est reconnaître que chaque décision, qu'il s'agit de lancer un projet, de prendre la parole ou même de se taire, comporte une part de risque, de foi et d'espoir. Comme le soulignait ce cher Pascal, même les engagements les plus profonds de nos vies, nos convictions, nos relations, nos rêves, reposent sur un acte de confiance dans l'inconnu, la foi. Et dans notre démarche d'élégance personnelle, on ne doit pas voir ça comme une faiblesse, mais on doit voir ça comme une forme de lucidité, une forme de lucidité de conscience. La fausse certitude, elle, est bien plus dangereuse. Elle nous aveugle, elle nous pousse à ignorer les signaux faibles et à mépriser les nuances. Elle est à l'origine des désastres les plus retentissants, qu'ils soient personnels, professionnels ou historiques. Et on doit se méfier parce que, dans notre ère, on nous encourage à avoir des avis tranchés. Rappelons-nous bien qu'avoir un avis, ce n'est pas avoir des certitudes, ce n'est pas la même chose. Alors, comment vivre avec cette réalité sans sombrer dans le cynisme ou dans la paralysie ? Eh bien, peut-être en cultivant une forme d'humilité active. Agir sans illusion de maîtrise totale, mais avec l'intention la plus claire possible. En acceptant que nos actions soient des paris, non pas des jeux de hasard, mais des engagements conscients dans un monde mouvant. Et cela change tout. Cela signifie qu'on peut préparer, anticiper et qu'on peut structurer tout en restant ouvert à ce qui émerge. Cela signifie qu'on peut aimer un projet, une idée, une personne en sachant que cet amour même est un pari. Un choix de croire en quelque chose qui nous dépasse. On ne maîtrise pas tout là-dedans, on ne possède pas tout, on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, mais on fait le choix de croire en quelque chose qui nous dépasse. Cette acceptation nous rend beaucoup plus forts et beaucoup plus solides. Et solide ne veut pas dire rigide. C'est ce que nous explorerons ensuite. Comment une pensée systémique nous permet non seulement d'intégrer l'incertitude dans l'équation, mais parfois de nous en servir comme un levier. Quand on parle de pensée systémique, on évoque souvent cette capacité à voir les liens invisibles, à comprendre que chaque élément, une décision, une parole, un silence, s'inscrit dans un réseau bien plus vaste que ce qu'on imagine. Mais ce qu'on dit moins, c'est que cette pensée est avant tout un art de cohabiter avec l'incertitude, de la traiter non comme un obstacle, mais bien comme une donnée fondamentale du réel. Quand vous préparez une soirée, que vous avez tout organisé mais qu'un invité annule au dernier moment, ou qu'un plat ne tourne pas comme prévu, eh bien, soudain, toute la dynamique du groupe change. Eh bien, à ce moment-là, une approche classique consisterait à paniquer, à chercher désespérément, à rattraper, entre guillemets, le plan initial. Mais une approche systémique, elle observe ces imprévus comme des informations précieuses qui plus est. Et elle se demande, et si ce contretemps était une opportunité de créer une ambiance plus intime ou plus spontanée, par exemple ? Ou encore dans cette même situation, et si cette erreur de parcours révélait une solution bien plus intéressante que ce qu'on avait imaginé au départ. Parfois, on a passé des soirées absolument merveilleuses alors qu'elles étaient enflées d'imprévus jusqu'à l'os, et pourtant elles se sont complètement transformées. Pourquoi ? Parce qu'on était avec de bonnes personnes qui savent faire tourner les choses ainsi, par exemple. Et savoir faire tourner les choses ainsi, c'est pas un super pouvoir. Enfin, si, ça en est un. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde, puisqu'il suffit juste de changer son mode de pensée. C'est à la portée de tous, mais tout le monde ne se donne pas la peine de le faire. Loin de là. Mais ces gens qui savent avoir cette approche systémique de l'imprévu font des merveilles. Intégrer l'incertitude dans l'équation, c'est d'abord renoncer à l'illusion du contrôle total. Cela ne signifie pas abandonner toute structure, mais c'est reconnaître que nos plans, aussi planifiés soient-ils, ne sont que des hypothèses. Des scénarios qu'on ajuste en temps réel. Comme un navigateur qui corrige sa trajectoire en fonction des vents. Eh bien, nous aussi, nous pouvons apprendre à utiliser les aléas comme des leviers. Un retard dans un projet peut devenir une occasion de repenser une étape. Une objection inattendue peut éclairer un angle mort. Une crise peut révéler des sources insoupçonnées. L'incertitude n'est pas l'ennemi de l'excellence.
Elle en est souvent le catalyseur. Elle nous force à sortir des sentiers battus, à innover, à affiner notre intuition. Alors que notre premier réflexe, c'est de lutter contre elle. On surplanifie, on cherche à tout anticiper, on se crispe sur des certitudes fragiles. Mais plus on résiste, plus l'incertitude nous échappe. À l'inverse, quand on l'accueille, eh bien elle devient une alliée. Pensez encore à ces moments où une conversation a dévié de son sujet initial pour aboutir à une idée bien plus riche, ou quand un échec s'est transformé en tremplin. En plus, c'est des choses qu'on ne voit pas tout de suite, c'est des choses qu'on voit avec le recul, mais ayons cette sagesse de se dire « et pourquoi ce ne serait pas un tremplin ? Pourquoi ce ne serait pas un mal pour un bien ?» Toutes ces situations, ce ne sont pas des exceptions, ce sont des rappels. La vie ne se laisse pas enfermer dans des cases, comme on disait à la dernière émission. La pensée systémique, c'est justement cette capacité à embrasser cette complexité, à voir les perturbations non comme des menaces, mais comme des signaux. Des signaux qui nous indiquent où se trouvent les marges de manœuvre et les espaces de création. Et comment faire ça ? Eh bien, en cultivant une attention floue. Cette capacité à rester concentré sur son objectif tout en restant ouvert aux détours. En acceptant que nos actions, comme des cailloux jetés dans l'eau, produisent des ondulations imprévisibles, mais pas pour autant incontrôlables. En se demandant, face à un imprévu, « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Comment est-ce que je peux m'en servir ?» Plutôt que « Bon, comment est-ce qu'on revient au plan initial ? Comment est-ce qu'on revient absolument au plan A ?» Non. C'est un changement de posture mentale. C'est passer d'une logique de contrôle à une logique d'adaptation, où l'incertitude n'est plus subie, mais apprivoisée. Et c'est précisément cette posture qui nous prépare à aborder l'incertitude avec les autres. Un terrain où les enjeux relationnels rendent tout encore plus délicat, mais aussi bien plus riche. Parler d'incertitude avec les autres, c'est un peu comme être un funambule. On craint de les inquiéter, de paraître vulnérable, ou au contraire de minimiser leurs propres doutes en cherchant à tout rationaliser. Quand un collègue nous confie son stress face à un projet ambigu, où les attentes ne sont pas claires, notre premier réflexe est souvent de répondre par des certitudes, en mode « ça va bien se passer » ou « voici ce que je ferai à ta place », c'est bienveillant, ok, mais alors que faire ça, c'est finalement assez malsain. Hein, parce que la réalité, c'est que vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si ça va bien se passer. Mais si, au lieu de nier ce flou, on l'accueillait juste de façon sereine. À la place, on peut prendre cette posture de « oui, c'est incertain, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est normal de se sentir désorienté et on peut réfléchir à ce qui pourrait se passer. » Et on peut voir ensemble alors les différents scénarios. Au pire, qu'est-ce qui se passera ? Au mieux, qu'est-ce qui se passera ? Et entre les deux, qu'est-ce qui se passera ? Et une telle réponse ne résout pas magiquement le problème, mais elle crée un espace où l'incertitude devient un terrain d'échange et plus un sujet tabou. On ne peut pas rassurer quelqu'un en lui disant « si, ça va aller, t'inquiète ». Non, t'en sais rien, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. On n'en sait rien, par contre, ce qui peut probablement se passer, c'est ça. Et si jamais ça arrive, eh bien voilà, les conséquences, c'est ça. Et voilà. Et ça peut aussi bien se passer que mal se passer. Et si ça se passe mal, est-ce que c'est si grave ? Vous voyez ? Donc, aborder l'incertitude à plusieurs, c'est renoncer à l'illusion qu'on doit tout savoir ou tout maîtriser. Cela signifie oser dire « je ne sais pas », sans honte, et transformer cette honnêteté en une force collective. Imaginez une équipe en réunion, confrontée à un changement de dernière minute. Eh bien, au lieu de se cramponner à des plans obsolètes ou de chercher un coupable, elle pourrait admettre que personne n'a toutes les réponses, mais qu'ensemble, on peut identifier les options et choisir la plus cohérente avec nos valeurs. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de lucidité. Les autres ne nous demandent pas d'être des guides infaillibles, mais des alliés qui osent partager leurs propres questionnements. Ça, c'est l'esprit d'équipe. La posture à prendre dans ces cas-là dépend aussi grandement de notre place au sein de la hiérarchie, quand on parle de travail, par exemple. On n'attend pas d'un employé qui prenne autant de choses en main que le manager ou qu'un directeur général, évidemment. Mais là, on ne parle pas de prendre les choses en main, on parle d'avoir cette posture mentale de curiosité versus la posture mentale de la peur. Curiosité versus peur. On parle d'avoir la posture mentale de volonté de transformer ce qu'on nous donne et qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et de transformer ce qu'on nous donne en opportunité et parfois même pour aller au-delà du plan initial. Ça, c'est l'excellence, ça. Et cette posture mentale-là, tous les niveaux de la hiérarchie peuvent l'avoir.
Et évidemment, c'est ce qu'on attend encore plus de quelqu'un qui doit gérer une équipe. Et je dirais même plus, celui qui n'a pas cet état d'esprit ne devrait pas gérer une équipe. Mais ça, on sait tous que c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Mais bon, soit. Si vous voulez, notre peur de décevoir ou de perdre le contrôle nous pousse souvent à édulcorer la réalité, à lisser les angles, à éviter les conversations difficiles. Mais les autres sentent ces non-dits, même sans savoir pourquoi ça se sent. Ils perçoivent quand on esquive leurs craintes par peur de ne pas avoir de solution toute faite. À l'inverse, l'authenticité du « je ne sais pas mais je suis là pour y réfléchir avec toi » désamorce les tensions et libère l'intelligence collective. Avouer son incertitude n'est pas une entrave à l'autorité. Ce qui est une entrave à l'autorité, c'est l'attitude que l'on a en disant « je ne sais pas ». L'attitude, c'est l'attitude. Si vous dites « je ne sais pas » tout en paniquant et en vous laissant submerger complètement, c'est pas crédible. Mais si vous dites « je ne sais pas » en proposant des solutions activement, en cherchant à comprendre et en mettant rapidement des choses en place, là ça change tout. Ne confondons pas attitude et certitude, ça n'a rien à voir. Alors, comment faire ? Eh bien, en nommant les choses simplement. Cette situation est floue, et c'est déstabilisant, et c'est ok, et parlons-en. En posant aussi des questions ouvertes. Quelles sont tes craintes ? De quoi tu as peur ? Quelles ressources est-ce qu'on pourrait mobiliser ? En valorisant chaque contribution, même imparfaite, comme une pièce du puzzle. Et surtout, en rappelant que l'incertitude n'est pas une menace, mais une donnée avec laquelle on peut composer, à condition de rester aligné sur un cap commun, évidemment. C'est cette posture qui nous prépare à intégrer l'incertitude, non pas comme une exception à gérer, mais comme une dimension ordinaire de notre quotidien, à cultiver avec intention et même avec une certaine élégance. Passons maintenant à la pratique. Donc, intégrer l'incertitude dans notre quotidien, ce n'est pas se résigner à l'imprévu, mais en faire un terrain d'expérimentation, un espace où nos certitudes sont mises à l'épreuve, où nos réflexes sont questionnés, et où l'élégance naît précisément de notre capacité à naviguer sans carte fixe. Pour cela, il ne suffit pas de lâcher prise ou de positiver simplement. On n'est pas si simple que ça. Il faut quelque chose qui nous force à sortir de nos schémas habituels et à découvrir que ce que nous croyons intuitif, eh bien, ne l'est pas toujours. Et voici 3 exercices pour bousculer nos automatismes et révéler des pistes insoupçonnées. L'exercice numéro 1 que je vous propose, je l'ai appelé le scénario inversé, ou comment détourner nos attentes pour révéler nos angles morts. Ici, prenez une décision ou un projet que vous avez actuellement. Par exemple, ça peut être l'organisation d'une fête pour un ami, le choix d'un cadeau pour quelqu'un ou même une conversation difficile à aborder. Notez ce projet en une phrase, puis listez 3 raisons pour lesquelles cette décision pourrait échouer. 3 façons dont cette soirée ou ce cadeau ou cette conversation pourrait mal tourner. Puis, 3 raisons pour lesquelles le fait que ça tourne mal serait en réalité une opportunité. Et enfin, parmi ces raisons, imaginez que vous choisissez délibérément l'option qui semble la moins évidente, celle que vous avez écartée d'emblée, et développez un plan pour la rendre viable. Pourquoi ça marche ? Eh bien, parce que notre cerveau, il adore les raccourcis du « ça marchera jamais » ou les biais de confirmation en mode « je sais ce qui est bon pour moi, c'est bon ». Eh bien, cet exercice-là force à découpler en fait l'intention du résultat et à voir que ce qu'on perçoit comme un risque peut cacher un levier. L'objectif n'est pas de choisir l'option inverse, mais de rééquilibrer notre perception en identifiant les avantages cachés de ce que nous rejetons instinctivement. Le résultat qu'on attend ici, c'est que vous allez certainement réaliser, vous allez souvent réaliser d'ailleurs, que vos mauvaises idées, entre guillemets, contiennent des éléments innovants que vos bonnes idées ignorent, simplement parce que vous les avez disqualifiées trop vite. Et ça, c'est intéressant, ça ouvre des perspectives. L'exercice numéro 2, c'est la carte mentale en fait, qui aide à visualiser l'écosystème de nos actions. Ici, dessinez une carte mentale de votre projet ou de votre situation actuelle et au centre, placez votre action principale. Autour, tracez tous les acteurs, éléments ou forces extérieures qui pourraient influencer, même indirectement. Une tendance sociale, une personne sceptique, un outil que vous maîtrisez mal, une contrainte budgétaire, qu'importe. Et puis, pour chacun de ces éléments, notez 2 choses. D'abord, comment il pourrait saboter votre plan,
Je sais pas, un algorithme qui change, un collaborateur qui part, qu'importe. Et deuxièmement, comment vous pourriez l'utiliser à votre avantage. Ce même algorithme pourrait favoriser par exemple un résultat que vous n'aviez pas envisagé. Si vous voulez aller encore plus loin, identifiez un élément que vous ne contrôlez pas, un concurrent, une réglementation, quelque chose comme ça, et inventez une stratégie qui en fasse un allié. Par exemple, si une plateforme limite la visibilité de vos contenus, comment pourriez-vous en faire un argument pour créer une communauté plus intime ailleurs ? Et ça fonctionne parce que cet exercice révèle que nos plans ne vivent pas en vase clos. Ils nous poussent à anticiper les rétroactions, comme en écologie de l'action, et à transformer des contraintes en ressources. Donc une rétroaction, ou un feedback, c'est quand l'effet d'une action revient influencer cette action elle-même. C'est ça, une rétroaction, comme un cercle en fait. Et vous découvrirez que ce que vous considériez comme un obstacle, est souvent un catalyseur déguisé, à condition de changer de perspective, sinon vous restez bloqué, ça c'est sûr, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et le résultat, c'est que vous allez identifier des alliances ou des opportunités là où vous ne voyiez que des menaces avant. Simplement parce que vous aurez pris le temps de cartographier le système dans son ensemble. Vous aurez pris le temps d'y réfléchir. Et le troisième exercice que je vous propose, c'est le pari conscient. Alors le pari conscient, qui est en fait engager une action sans garantie de résultat, ça, ah oui, c'est inconfortable, mais ça marche et ça fait lâcher prise. Alors un peu d'inconfort parfois, ça fait beaucoup de bien. Ici, choisissez une action que vous reportez par peur de l'incertitude. Je sais pas, lancer un format de contenu expérimental, aborder un sujet controversé, proposer une collaboration audacieuse, ce genre de choses. Et avant de l'exécuter, écrivez « Quel est le pire scénario réaliste ?» Pas catastrophique, mais plausible. Écrivez aussi quelle serait la première étape pour limiter ce risque. Par exemple, tester le format avec un petit groupe avant de publier. Et troisièmement, quel serait le signal qui vous indiquerait que le pari vaut le coup, même sans certitude. Par exemple, 3 retours positifs de personnes dont vous respectez l'avis. Ça, c'est des signaux positifs. Quand vous avez fait ça, quand vous avez fait ce questionnement, lancez-vous avec une deadline courte. Par exemple, 48 heures pour agir, pas pour réussir, pour agir. L'enjeu n'est pas le succès, mais l'enjeu, c'est l'apprentissage accéléré. Après coup, analysez. Qu'est-ce que cette action vous a appris sur vos peurs, sur vos ressources, sur le système dans lequel vous évoluez ? Ici, ça fonctionne bien parce que nous surestimons souvent les risques et sous-estimons notre capacité à rebondir. C'est normal, c'est humain, c'est comme ça. En limitant le temps de réflexion et en agissant à petite dose, on désamorce la paralysie tout en recueillant des données concrètes. Par exemple, un épisode de podcast trop personnel, par exemple, entre guillemets trop personnel, peut révéler une résonance inattendue avec notre audience, ou au contraire nous montrer que le sujet mérite d'être creusé différemment. Il faut rester ouvert à tout ça, et c'est une vraie agilité, une vraie souplesse mentale. Vous constaterez que l'incertitude n'est pas un trou noir, c'est un terrain de jeu. Un terrain de jeu où chaque essai, même imparfait, affine votre stratégie. On n'aime pas l'incertitude, c'est inconfortable. Mais de toute façon, elle est là. Alors autant s'en servir et jouer avec elle. Non ? Ces exercices ne sont pas des recettes magiques, mais des outils pour domestiquer l'incertitude, en l'intégrant à notre manière de penser et d'agir en fait. Et c'est précisément cette posture qui distingue ceux qui subissent le hasard de ceux qui s'en servent pour créer quelque chose d'unique et vivre des choses aussi satisfaisantes qu'incroyables parfois. Rappelez-vous bien, les imprévus, les incertitudes sont des choses banales et ordinaires. Soyons élégants et traitons-les comme tels. J'espère que cette émission vous a plu et je serai ravie de vous lire en commentaire. À bientôt!